Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie du podcast de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas encore vu ou pas encore écouté, n'hésitez pas. Pour les autres, on commence maintenant. Je sais pas, t'en as fait toi des sacrifices? Non, je parlerai après, tu peux faire toi des sacrifices. Moi, des sacrifices, ouais, j'ai eu des sacrifices en termes de temps. De temps parce que du coup, toute cette période-là, quand je te dis que mes collègues de travail, à un moment donné, ils me disaient tu vas péter un plomb, quoi. Donc en fait, j'ai sacrifié sur le coup mes relations amicales. J'ai sacrifié même, à un moment donné, mon couple pendant une période. Où du coup, moi, c'était focus, objectif, focus, et t'inquiète, toi, tu restes sous le coude et ça va aller. J'ai été papa entre-temps. Donc, sur le coup, j'ai jamais négligé Mathéo, jamais de la vie. Mais c'est vrai que j'ai eu moins de patience, moins d'énergie. J'étais peut-être plus à cran. Et du coup, j'ai négligé mon rôle de papa. Donc, ouais, c'est surtout ce sacrifice-là. Mais ça, je ne regrette pas, tu vois. Ça, c'est à refaire. J'aurais tout fait sur le côté entrepreneur. Mais sur le côté à la maison, je pense que j'aurais tout fait à l'inverse. J'ai rien fait de bon et après coup, j'ai lu des livres de dev perso, que ce soit sur l'amour, que ce soit sur la famille, que ce soit sur les amis, sur tout ça. Et ouais, ça par contre, je referai tout. Okay. Je referai tout parce que je pense que ça a causé pas mal de dégâts. Alors, tout se répare, enfin, peut-être pas. Mais en fait, on va dire que je paye les pots cassés, tu vois, du temps un peu perdu, des sacrifices que j'ai fait. Donc, Et sur ça, du coup, quel conseil tu pourrais donner aux gens pour pas qu'ils fassent pas cette erreur, mais ouais. tu vois, pour pas avoir de regrets, justement. Ouais, c'est une très bonne question. C'est vaut mieux avoir des remords que des regrets. Le conseil, j'ai pas encore un conseil définitif. Parce non, mais que est-ce que c'est plus lire, s'instruire, du coup? Est-ce que c'est plus de faire de dev perso? Regarde tout simplement le simple fait de l'écouter aujourd'hui. Peut-être est un conseil. Oui, bien sûr. Oui, mais du coup, est-ce qu'il en retire quelque chose qui peut être un petit élément, tu vois, genre un petit... Le conseil là qui me vient le premier à l'esprit, c'est déjà de prévenir ta famille. De prévenir, j'aurais dû prévenir Julie, Mathéo, ça change rien, mon fils, mais j'aurais dû prévenir en mode, écoute, attends-moi pendant 6 mois, 1 an ou un peu plus. Non mais sans déconner, mais en gros, ouais. Non mais pas attends-moi, mais... C'est pas attends-moi, mais c'est en mode, fais-moi... Il rigole. C'est en mode, fais-moi confiance, là je vais être focus, je vais être mais d'ailleurs, il y a quelque présent, chose qui va arriver. Et parce que fais-moi confiance, tu vois. Alors pour autant, je pense que je lui ai plus ou moins dit, ou peut-être qu'elle n'aurait pas été réceptive, tu vois, j'en sais rien. Mais j'aurais dit, laisse-moi faire. Alors moi, j'ai pas prévenu. Moi, j'ai pris pour acquis en mode t'inquiète. Non, j'ai pris pour acquis, j'ai rien dit et j'ai tracé ma route. Et que ce soit mes relations même amicales, que ce soit mes relations familiales, que ce soit mes relations sentimentales, j'ai prévenu personne. Tout le monde se disait, oh putain, qu'est-ce qu'il nous fait? Il va partir en couille et on n'a peut-être pas envie de le suivre, quoi. Et donc le conseil, c'est de prévenir. Et le deuxième, c'est quand même d'apprendre à écouter l'autre. Ça, c'est le conseil quand même numéro 1. Et de se remettre en question. Se remettre en question. Et déjà, moi, j'étais en fait, je suis parti dans une mentalité à l'extrême. C'est-à-dire, j'ai bu tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai vu et je me suis approprié à 100%. Typiquement, dans l'entrepreneuriat, je me disais, les business physiques, ça a une capacité en termes de temps. Je te dis une bêtise, des hot dogs, tu peux pas en vendre 24 sur 24, tu vois. Alors qu'un business en ligne, ça peut être illimité. Mais tu vois, j'étais là dans ma tête en mode, mais qu'est-ce qu'ils ont à ouvrir des business physiques? C'est n'importe quoi. Tu vois, tout dans l'extrême. Moi, je suis quelqu'un qui part trop dans l'extrême. Et même encore aujourd'hui, je cherche mon juste milieu. Okay. Mais du coup, l'écoute... hyper méga important. Ça, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps. Je crois que ça fait même pas 1 an que j'ai appris vraiment à écouter. Et du coup, écouter l'autre, écouter ses besoins, écouter ses avertissements. Et que quand, par exemple, tu es en mode focus, comme un gros égoïste, dans un sens vis-à-vis de l'autre, mais en réalité, tu n'es pas égoïste parce que tu veux mettre ta famille à l'abri, mais tu peux le voir de 2 manières différentes. Mais écouter quand l'autre te dit « Attention, là, tu deviens un connard. Attention, tu deviens connard. Attention. Mais oui. Et que t'es là en mode, c'est bon, moi, ma manière de faire, c'est la meilleure. Je suis meilleur. Toi, c'est ça. Toi, c'est bon, t'es qu'une salariée, je sais pas quoi. Je te néglige et en plus, je te méprise. Et surtout, en fait, le truc que t'as quand t'as une compagne, et toi, dans ton cas, comme il y avait un enfant, donc ça solidifie encore plus le couple, c'est le fait de te dire que ta compagne, elle est acquise. Ouais. Et en fait,
quand t'as pas d'enfant, elle est un peu moins acquise parce que tu sais qu'elle peut partir plus facilement. Ouais. Quand t'as un enfant, tu vas toujours te poser la question de dire « Attends, on va essayer de réparer s'il y a une connerie pour l'enfant. » Et là, le fait de savoir qu'elle est acquise, tu te permets beaucoup de choses. Dans le sens inverse, hein, que ça peut être une femme vers un homme, hein, peu importe aussi. Hein. On en reparlera, mais pour moi, le mariage, comme le fait d'avoir un enfant, il y a une passation dans le couple où tu prends pour acquis, et ça, il faut se préparer à ça. Il faut se préparer à ça pour soi-même comme pour vis-à-vis de l'autre. Enfin, il faudrait même pas, justement, il faudrait continuer à croire que... on en reparlera le côté amour, on fait un podcast entier, mais écouter l'autre, quand on sait que... Enfin, j'ai pas envie de dénigrer les femmes, pas du tout, mais une femme, normalement, a besoin de 5-10 minutes d'écoute par jour, mais rien que ça. Enfin, ça veut pas dire qu'on se la femme fonctionne différemment, hein, psychologiquement. Donc mais ça veut pas dire qu'il faut lui accorder que 5 minutes top chrono, et puis basta. Mais moi, il y a eu une période où j'écoutais même plus, quoi. C'est genre là, tu me fais perdre mon temps, en fait. Non, mais oui, parce que le temps à lui parler, tu te dis, elle est acquise. Bon, c'est pas grave, je vais le consacrer à quelque chose qui me fait gagner de l'argent ou autre chose, tu vois. Et moi, j'étais aussi dans une mentalité aussi à l'extrême où l'argent était une finalité. Je m'étais pas posé les bonnes questions. Et c'est après, en fait, disons que je m'étais posé la question en mode, il me faut à peu près tant pour que j'ai tant et que je puisse avoir ma liberté financière, ma liberté géographique, ma liberté de décision, de choix et compagnie. Mais je m'étais pas posé vraiment la question de... Enfin, je voyais ça du coup même comme une finalité, l'argent. Alors que pas du tout, c'est vraiment un moyen. Et ça, c'est un gros conseil, c'est posez-vous les vraies questions pour que l'argent soit un moyen et pas une finalité. Le moyen d'accéder à quelque chose. Et qu'en fait, l'argent, on s'en fout dans un sens, c'est le côté vraiment matériel. On s'en fout des chiffres sur le compte en banque, on s'en fout de tout ça. C'est juste, ok, ces chiffres-là vont me permettre d'accéder à telle chose. Et moi, je voyais... je suis devenu un connard, vraiment. Et quand Julie me dit, tu deviens un connard, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a à me dire que je suis un connard? Je suis pas un connard. Au contraire, t'as vu tout ce que je fais, tout ce que je génère, tout ce que j'entreprends. C'est n'importe quoi. C'est très très beau, moi je veux dire, d'être capable de le raconter et d'être conscient de ça. Ouais. Et quand tu dis le conseil, c'est t'écouter. Ouais. C'est écouter soi. On revient toujours au même endroit. L'autre. On revient toujours au même endroit. Ouais. Connais-toi toi-même. Ouais. Parce que si tu t'étais connu toi-même avant tout ça, peut-être que tu n'aurais pas eu à affronter toutes ces problématiques. Mais c'est parfois très compliqué de le faire aussi. De se connaître soi-même. Peut-être. C'est compliqué, mais je pense que c'est le travail numéro 1. Voilà, c'est juste pour ça. Le conseil moi que je donnerais, c'est le plus compliqué, qu'on soit clair. C'est le plus compliqué. C'est sûr, ça prend du temps, de l'énergie. Il faut lire des livres, il faut regarder des films, il faut écouter des podcasts, il faut s'entourer des bonnes personnes, être avec des gens bienveillants. La seule chose que je vous conseille, c'est personnes que l'on côtoie. Exactement. Et c'est vrai. Et je pense que la bienveillance, c'est, je pense, la qualité première que vous devez avoir avec les gens qui sont autour de vous et que vous-même vous devez avoir avec les gens qui vous entourent. Et je pense que du coup, on revient à la même chose, c'est que quoi qu'il arrive, s'il y a un conseil à donner, c'est connaissez-vous en premier pour être sûr que tout ce que vous entreprendrez après fonctionne de la bonne manière et que tout ça vous amène sur votre chemin et pas sur celui d'un autre. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est mon conseil. Ouais, et apprendre à se connaître. Et même, tu parlais tout à l'heure d'apprendre à gérer ses finances. Mais avant d'apprendre à gérer ses finances, il faut aussi avoir un mindset de l'argent. Parce que beaucoup voient l'argent comme aussi du mauvais. Enfin, tu vois, les riches, c'est des connards, les ci, les ça. Il faut d'abord aussi basculer dans un mindset où non, voilà, l'argent, c'est juste un moyen d'échange. Ensuite, apprendre à se gérer, mais aussi en amont, dans tous les cas, c'est apprendre à se connaître. Donc, voilà. Après, les sacrifices, non, voilà, moi, j'ai fait... Non, moi, je l'ai fait après... c'était un petit sacrifice. Moi, c'était plus par rapport aux réseaux sociaux. On parle de meuf, c'est fou. Hein. Non, mais dans le sens où j'étais avec une ex à moi, du coup, on était un peu à fond sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que ça m'a mis un peu dans une bulle négative. Parce que du coup, à trop vouloir... après, c'était un peu le premier podcast qu'on a fait, mais là... courir après les vues, les likes, les followers, etc. Ça a été un peu un tournant négatif dans le sens où finalement, c'est un peu l'effet boule de neige, tu vois. Tu veux faire toujours plus de projets, toujours plus de collabs, toujours plus de trucs, toujours partir, aller à droite, à gauche, etc. Et du coup, en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que je m'éloignais de ma famille, de mes amis, que du coup, je n'avais pas de temps pour entreprendre, de développer mes business, etc. Et du coup, tout ça, ça m'a mis... C'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à travailler sur moi, parce que je me suis vraiment rendu compte que je répétais mes erreurs, tu vois. Et du coup, à un moment donné, si tu répètes les mêmes erreurs plusieurs fois dans ta vie, c'est qu'il faut se poser, c'est que la vie, en fait, veut te montrer quelque chose. Et pour moi, ça, c'est hyper important d'écouter un peu les signes de la vie, de te dire que à un moment donné,
Ça va péter. Ça va péter. Pose-toi et réfléchis, parce que si tu as vécu, même moi je pense du coup, j'ai pas forcément envie de parler de ça, mais mais autour de l'amour en général, si tu répètes les mêmes erreurs du coup au niveau sentimental par exemple, c'est qu'à un moment donné il y a un problème qu'il faut que tu traites. Et donc du coup moi à un moment donné je me suis posé en me disant c'est pas, voilà, il faut que tu traites ce problème, sinon tu rencontreras jamais la bonne personne. Ouais, le raccourci c'est de dire c'est toutes les femmes, exactement, et c'est ce que je me suis dit. Peut-être c'est moi en fait au bout d'un moment. Exactement, au début je me disais putain machin, et là. En fait non, quand tu comprends que c'est toi le problème, parce que du coup dans la plupart des problèmes que tu as, en fait il faut se rendre compte une seule chose, c'est que les gens sont un peu le reflet de nous-mêmes. Ce que tu aimes ou ce que tu détestes chez quelqu'un, c'est un petit peu ce que tu aimes ou ce que tu détestes chez toi. Moi, je pars du principe qu'une erreur une fois, c'est un choix. Une erreur une deuxième fois, c'est genre une habitude. Une erreur une troisième fois, c'est un caractère. Tu vois ce que je veux dire ? Oui et non, parce que... Une erreur une fois, c'est un choix. La même erreur une deuxième fois, c'est une habitude. Et une troisième fois, c'est ton caractère, en fait. Je suis pas forcément d'accord, parce que le caractère, du coup, c'est quand même ce qui te... ouais, mais c'est là où tu t'aperçois qu'en fait, cette même erreur, c'est toi. Oui, mais si tu l'as fait, c'est parce que c'est toi-même. Pour le coup, il y a des choses que tu peux changer. Et pour moi, le caractère, si c'est vraiment intrinsèque, du coup, il est dur à modeler, tu vois. Alors que si tu travailles sur toi, même n'importe quel moment de ta vie, tu peux travailler sur des sujets tu peux vraiment changer certaines choses sans forcément changer de caractère. Oui, tu peux pas changer de caractère. Dans le sens où... tes mots. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Et moi, le plus important, je pense, c'est ça. Les mots. Parce qu'on en a tous. On en a tous. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, même ceux qui ont vécu une belle enfance, même ceux qui n'ont pas eu de problème, même ceux qui n'ont pas rencontré de problématiques dans leur vie, etc. On a tous quand même des choses à traiter. Et des fois, c'est pas forcément notre propre génération, mais les générations aussi au-dessus de nous qui déteignent sur nous. Parce que, en fait, c'est ça un peu l'hérédité aussi. C'est que le plus souvent, on vit certaines choses qui n'ont pas été traitées par nos parents et nos grands-parents. Et le problème, c'est que c'est à nous un peu de casser cette chaîne à un moment donné, tu vois, et de dire, bon, j'en ai marre que les schémas se reproduisent, parce que quand on analyse un petit peu nos propres traumas, on les retrouve notamment chez nos parents et nos grands-parents. Donc après, à un moment donné, c'est à certaines générations de vouloir dire « Ok, on stoppe à ce moment-là, tous les traumas passés, on essaie de partir sur un nouveau départ. » tu vois. Et ça, c'est très compliqué, notamment avec toutes les expériences que tu peux vivre dans ton passé. Du coup, c'est plus ou moins facile pour certains que d'autres, mais du coup, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a tous nos problèmes à notre niveau, et que c'est pas parce que les gens sont riches qu'ils n'ont pas de problème, c'est parce que les gens sont pauvres qu'ils ont beaucoup plus de problèmes que d'autres. Voilà. Mais c'est compliqué de les identifier, les mots. C'est compliqué, mais je pense qu'il faut simplement partir d'un constat, c'est-à-dire que chaque jour que tu vis, il faut relever un petit peu les problématiques que tu rencontres, les choses qui t'ont rendu heureux et malheureux. Et pour moi, c'est ça le point de départ, parce que du coup, ce qui te rend heureux, c'est une part en toi, du coup, qui t'anime, donc c'est une part qu'il faut que tu arrives à développer, et tout ce qui te chagrine, genre en mode, mais même l'entourage, genre, putain, cette situation, elle m'a cassé les couilles, lui, il me casse les couilles, j'aime pas que lui soit comme ci, j'aime pas que lui soit comme ça. C'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi est-ce que tu n'aimes pas cette personne ? Pourquoi tu n'aimes pas la réaction qu'il a eue ? Et du coup, toutes ces choses-là, elles vont un peu aller te titiller du coup dans ton passé. Et du coup, après, ce qui est important pour moi, je trouve, c'est d'essayer de faire par partie. Mais ça prend du temps, il ne faut pas croire que ça se fait en 2 secondes. Mais par partie, en gros, de 0 à 10 ans, tous les souvenirs que tu as. Tous les souvenirs que tu as eus de positifs et de négatifs. Du coup, tu te les listes et tu essaies du coup de les travailler. De dire, ok, genre, je me rappelle de ce souvenir. Genre avant mes 10 ans par exemple, moi je me rappelle très bien de certains souvenirs que j'ai eu avant 10 ans qui étaient très compliqués. Du coup je me les suis notés et j'ai essayé de travailler sur ça, tu vois, et de me dire du coup pourquoi c'est arrivé. Du coup déjà en fait c'est identification, donc identifier du coup le problème, l'analyser, donc comprendre pourquoi il est là, d'où il vient, c'est le problème de qui. Est-ce que c'est le tien ou c'est quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'est le tien, est-ce que c'est ton parent, est-ce que c'est quelqu'un de ton entourage. Une fois que tu l'as analysé, il faut le comprendre du coup, vraiment, pourquoi ça s'est passé, et du coup d'aller vraiment faire le chemin inverse, de l'arborescence inversée, de dire il est là mais d'où il vient vraiment, et de comprendre à chaque fois pourquoi il a été vécu. Du coup s'il vient de ma mère, pourquoi ma mère elle a vécu ça, et du coup pourquoi c'est redescendu jusqu'à moi. Une fois que tu l'as du coup analysé, compris, il faut pardonner. Mais le pardon, il faut qu'on distingue bien les choses. Il ne faut pas pardonner la personne qui a fait des choses ou qui a causé le trauma, etc. Il faut se le pardonner à soi-même.
Et c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à pardonner parce qu'ils pensent que le pardon se fait automatiquement et seulement envers l'autre qui a fait ce qui s'est passé ou ce qui a causé le trauma. Et en fait, c'est pas ça le but du jeu. Le but pour régler un trauma et pour avancer dans sa vie, c'est de se pardonner à soi-même de l'avoir vécu, se pardonner d'avoir réagi comme on a réagi, d'accepter du coup d'avoir vécu ces émotions-là, d'accepter du coup que ça se soit passé, de comprendre pourquoi ça s'est passé et que parfois on n'est pas forcément... c'est pas notre faute, on était là au moment précis d'une vie et c'est comme ça, la vie, il n'y a pas de hasard et c'est aussi de comprendre tout ce qu'on peut en tirer de ça aussi. Parce que je pense que ce qui est important, c'est de justement ne pas refaire les mêmes erreurs. Et pour ne pas refaire les mêmes erreurs, je pense qu'il faut tirer des leçons de tout ce qu'on a vécu, qu'elles soient positives ou négatives. Sur le pardon, pour moi, c'est ultra important parce que moi, à titre personnel, dans ma famille, j'ai un souci familial que je ne développerai pas, mais qui m'entache beaucoup émotionnellement, tu vois, où c'est très compliqué de me dire pourquoi ça s'est arrivé. Donc, je réfléchis, je reviens comme toi à l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé à l'enfance? Ce qui s'est passé dans ma famille, avec mes parents et tout, pour que ça arrive. Et moi, j'adore... j'ai pas de souci à pardonner aux gens. Tu vois, quand je veux comprendre ou quoi que ce soit, même si c'est un petit conflit entre amis ou entre couples ou quoi. Moi, par exemple, si tu me prouves même dire que j'ai tort, j'ai pas de souci à dire que j'ai tort. Si tu me prouves par A plus B que j'ai tort, je dis bon, ok, t'as raison, super, on arrête, et terminé. Et tu vois, le pardon, il est vachement important, mais... Donc moi, je suis prêt à pardonner parce que j'ai compris que déjà, c'était pas moi qui avais fait l'erreur. Je me suis posé la question, est-ce que c'est moi qui ai fait cette erreur et tout? J'ai demandé à plein de gens et j'ai demandé aux gens en leur disant, ne me dites pas que c'est pas moi pour me faire plaisir. Si c'est moi, dites-moi moi. J'ai compris qu'il y avait des choses où je devais moi pardonner et il y a des choses où les gens doivent... Enfin, les gens devaient s'excuser à moi surtout. Tu vois, moi, je me suis excusé de certaines choses, c'est fait. Mais d'autres personnes ne veulent pas me pardonner, tu vois. Mais moi, je suis prêt à les pardonner. Et par contre, dans le pardon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on pardonne, mais on n'oublie pas. Et ça, c'est différent. Et tu vois, il y a une citation, enfin un exemple qui est super simple pour comprendre ça. Pourquoi on peut pardonner, mais pas oublier. Tu prends un clou, tu le mets dans une planche, tu rentres le clou dans la planche, tu enlèves le clou, tu pardonnes, mais tu n'oublies pas parce que le trou, il est toujours là. Tu vois. Et ça, en fait, c'est un exemple qui est génial pour comprendre en fait que tu peux pardonner mais pas oublier. Ouais, j'en ai un autre, moi, qui est sympa, c'est qu'en fait, la personne, c'est une feuille blanche et quand tu vas faire quelque chose de mal, tu vas la froisser. Ouais. Et une fois que tu vas la raplatir, et ben avant qu'elle se remette toute plate, la feuille, il faut du temps. Il faut du temps. Mais donc ça peut se réparer par contre, mais il faut du temps. Ouais. Mais par contre, c'est très important ce que tu viens de donner comme exemple, parce que moi j'en ai un autre un peu similaire avec l'argent, c'est que du coup, c'est pas parce que tu as été froissé que tu perds de ta valeur. C'est vrai. Avec le billet. Parce que avec le billet, tu le connais cette histoire ou non? Tu frosses le billet, mais le billet est toujours la même valeur. Exactement. Ouais. Et ça, c'est ultra important à dire aux gens, c'est que c'est pas parce que vous avez vécu des choses compliquées dans votre vie que vous perdez de la valeur que vous avez. Et ça, il faut le garder en tête. C'est la seule chose qui va vous tenir un peu en forme, c'est que vous avez votre propre valeur et c'est pas parce que les autres vous dénigrent, c'est pas parce que vous avez énormément de moqueries autour de vous par rapport à certains sujets, c'est parce que vous avez vécu des moments difficiles que vous n'êtes pas qui vous êtes. Donc sachez que voilà, il faut rester soi-même, il faut avoir confiance en soi, même si les personnes ne vous donnent confiance en vous, ayez confiance en vous. Et il y a une chose sur laquelle je pourrais rebondir de ce que tu viens de dire, JC, c'est que il faut rien attendre des gens. Non, mais c'est sûr, certain. En règle générale, et même par rapport au pardon, c'est pas parce que toi tu pardonnes qu'il faut attendre que l'autre te pardonne. Dans le sens où pour moi, il est hyper important de se dire que quoi que je fasse dans la vie, je le fais parce que j'en ai envie. Et j'attends absolument rien en retour. Et je crois un petit peu au karma par rapport à ça, dans le sens où toutes les bonnes choses de la vie, si elles t'arrivent, c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Enfin, moi c'est mon point de vue, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, et je pense que du coup, il faut arrêter de s'apitoyer sur son sort et de dire machin, moi j'ai une vie de merde, moi il n'y a rien qui m'arrive de bien dans ma vie, etc. Mais c'est à toi de changer ton mindset, c'est à toi de te connaître, c'est à toi d'aller au plus profond de toi, de faire ton introspection, et c'est à toi de te dire que tout ce que tu réalises dans ta vie, tu le fais pour toi. Et il faut arrêter, je le répète, mais parce que ça me rend fou, d'attendre quelque chose de l'autre. Du moment où tu auras réussi ça, tu feras les choses
totalement naturel. Ça va être incroyablement fluide dans ta vie. Et en fait, du coup, tu seras vraiment en harmonie avec les gens qui t'entourent, tu vois. Parce que du moment où tu fais les choses avec bienveillance, ça c'est aussi une autre partie, mais je pense que c'est de faire les choses avec bienveillance, c'est ultra important. Forcément, la vie, elle va te ramener des choses positives. C'est obligatoire. Mais tu vois, pour en revenir à ce que vous dites, pour se poser les bonnes questions, rentrer en introspection, il faut aussi prendre le temps. Et c'est pas juste prendre le temps un soir de 18 à 21. Tu vois, on parlait de peut-être toi, le fait de partir 4-5 jours, je ne sais où, dans les Alpes. Mais en fait, c'est moi qui c'est le fait de... Oui, voilà, c'est toi qui as donné l'idée. Mais en fait, si c'est pas dans les Alpes, c'est ailleurs. Mais en fait, fais-le au plus vite dans ta vie. Toi qui as peut-être besoin de faire une Il y introspection. aura moins de neige. Non, mais je pense qu'on a tous besoin d'entrer en introspection. Quelques jours, pas 2 jours, pas une soirée. C'est clair. Peut-être une semaine sans réseaux sociaux, sans travail. Faut arriver à sans prendre le temps. contact. On pourra en reparler encore plus tard, mais il faut prendre le temps. Et on est tous dans une spirale infernale de travail, entrepreneuriat, réseaux sociaux, même les relations amicales, familiales, sentimentales. On est tous dans des spirales différentes. Et il faut arriver à un moment donné à mettre un grand pause pour soi, se poser des vraies questions et ensuite reprendre le cours de la vie avec normalement quelques réponses. Peut-être pas toutes les réponses, mais au moins quelques petites réponses qui feront que tu seras déjà une nouvelle personne, ou du moins tu auras soigné quelques mots. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que tu as fait. Moi, je pense que ça me ferait pas de mal de refaire ça. Après, j'avais pas un grand besoin, mais ça me ferait pas de mal. Et moi, je pense que tu en as besoin. Non, mais juste... Non, mais c'est vrai. Toi, va-t'en. Non, mais c'est réel. Moi. Mais tu le sais très bien, tu le sais, et malheureusement, on montre jamais sur les réseaux tout ce qu'il y a derrière. On montre jamais, on voit que les belles choses, les voyages, parce que c'est ce qu'on décide de partager, parce qu'on sait que c'est ça qui va buzzer aussi. Enfin, on le fait parce qu'on a envie de partager les belles choses. Mais on voit pas tes sacrifices que t'as pu faire. On voit pas tout ça, mais même, tu vois, à partir de... Quand j'ai commencé, je commence l'image à 15 ans, mais c'était pas mon métier. Entre 18 et 21 ans, j'étais avec donc, on va dire ma première copine, et c'était une fille qui était formidable, mais très casanière. Tu vois, donc après, t'as des personnages qui sont comme ça. Ma mère est très casanière aussi. Mon père, il n'est pas du tout. Mon père, il a plus le profil de moi. Et c'est là où tu comprends pourquoi mes parents sont plus ensemble. Parce que c'est 2 profils qui sont complètement différents, qui sont juste pas compatibles. En fait, tu vois, ça ne veut pas dire que les 2 personnes ne sont pas des belles personnes. Juste que t'as 2 profils qui sont pas compatibles. Et en fait, petit à petit, donc à 18 ans, je rentre en école de commerce. Je suis avec cette fille et je commence pendant les 2 premières années de mon école de commerce à me priver de tout ce qu'il y a à l'école de commerce. C'est-à-dire toutes les soirées, je ne suis pas dans une association. En fait, toutes les choses qui sont les plus importantes à faire dans une école de commerce, c'est le relationnel. La chose la plus importante, c'est le relationnel. Et c'est en fait ce que je retiens de mes 5 ans d'école de commerce, c'est mon relationnel. Pour faire simple, et après je reviendrai, mais c'est tous les gens que j'ai rencontrés après ensuite, ce sont des gens qui me connaissaient pour mes compétences de photographe vidéaste, qui après ont travaillé dans des sociétés diverses et qui ont dit « Ah !» Quand ils travaillent dans la société, on a besoin de photos, de vidéos. Attends, je connais un, il y a JC de l'école qui travaille avec moi, on va le contacter. Et donc, c'est comme ça que j'ai travaillé pour plein d'entreprises grâce à mon réseau de l'école de commerce. Donc, c'est la seule vraiment chose que je retiens de mon école de commerce. Et donc, au départ, quand j'étais avec cette fille, je suis allé pendant 2 ans à 0 soirée. Je ne connaissais même pas les associations. Il y avait des termes dans les associations que je ne connaissais même pas, des trucs, mais c'est pas possible, je suis vraiment un sgeg, quoi, tu vois. Je ne connais rien. Parce que je ne m'intéressais à rien, parce que ma vie était résumée à être avec elle. C'est-à-dire aller à l'école, faire mon vélo, être avec elle, et c'est tout, tu vois. Et là, je la remercie parce que c'est elle qui a compris que j'étais bloqué, tu vois. Et à contre-cœur, on s'est dit on va se séparer parce que ça sert à rien, tu vois. En plus, on était jeunes et tout, et elle voyait qu'à l'école, je voulais faire plein de choses, mais je me bloquais pour elle. Et du moment où on s'est séparés, j'ai commencé à m'intégrer dans l'école, à rentrer dans les associations, faire plein de projets pour les associations, rencontrer des gens et tout. Ma vie, elle a changé. De là, par contre, attention, le planning que j'avais. Vraiment, et quand j'y réfléchis, je me dis, je ne sais même pas comment c'était faisable. C'est-à-dire qu'à l'école, moi, j'allais du lundi au vendredi à l'école, et j'avais cours de 8h30 du matin à 17h30, et parfois des cours jusqu'à 20h30. Je ne sais plus, 1 ou 2 fois par semaine, je pense que j'avais jusqu'à 20h30. Ensuite, je faisais au moins 3 à 4 fois, peut-être 5 fois du BMX par jour, enfin par semaine. Donc le soir, j'allais faire du BMX. Les week-ends, j'utilisais mes week-ends pour des projets vidéo.
et j'utilisais les soirs après l'école pour faire mes montages de mes projets vidéo. En plus de ça, je faisais du sport et plein d'autres petits trucs à côté, tu vois. Donc, j'avais vraiment aucun temps pour moi. En plus de ça aussi, je montais des événements. Ah oui, non, j'ai oublié. Ouais. En plus de ça, après, quand j'ai fait mon master et tout, et même pendant mon programme financier, parce que j'avais un projet ProAct, et donc là, j'avais compris que je voulais faire de l'événementiel après. Donc, j'avais un projet de création d'événements. Je créais des événements. Ah oui, il y a aussi tous les devoirs de l'école. Non, mais les devoirs, il y avait vraiment beaucoup de devoirs. Des fois, le soir, on restait tard pour faire des devoirs, des dossiers et tout. Enfin, c'était infernal. Et après, donc, j'avais des projets d'événementiel. Et après, avec mon pote Ben, que j'avais rencontré grâce à une soirée Cage aussi, qui me propose, lui, de filmer un peu ses soirées. Donc, souvent, je filmais toutes ses soirées. Et il en faisait 1 à 2 par semaine, hein, des fois. Et après, en même temps, ensemble, on montait un festival de musique. À 2, on montait un festival de musique où on réunissait les meilleurs riders de BMX au monde. En France, à part vraiment les gros événements de BMX, personne ne faisait ça. Donc moi, j'avais cette capacité de pouvoir ramener les meilleurs riders parce que je les avais rencontrés et tout. Et tout ça, pour les rencontrer, c'était pas facile. Pour rencontrer ces mecs-là, j'ai dû, moi, autofinancer des voyages sur des compétitions pour les rencontrer, pour les filmer, partir aux États-Unis pour les filmer. Enfin, c'était un gros bordel de réseau pour connaître ces gens-là. Lui, il organisait la partie musique. Mais créer un festival pour 5-10 000 personnes à 2, on n'était vraiment que 2, c'est un vrai boulot à temps plein. Et ça, en fait, c'était juste une partie de ma vie. Tu vois, mélangé à tout le reste. Je me rappelle une fois, on part à Dubaï avec Hervé qui travaille avec nous. Et donc, on travaillait toute la journée. C'était vraiment 6h du mat, lever du soleil à Dubaï, jusqu'à tard le soir. Et après ça, j'allais faire des timelapses dans Dubaï, où je laissais ma caméra toute la nuit faire un timelapse, ça craint pas du tout. Et après, genre de minuit à 1h du matin ou 2h du matin, j'allais dans un cybercafé pour pas déranger à la maison, avec Ben, pour parler et organiser l'événement, tu vois. Et le lendemain, à 6h du matin, on partait. Surbooké, quoi. Et en fait, c'est continuellement ça. Donc quand je dis aux gens, en fait, qu'il y a un moment, utilise tes putains de 80 heures qui te restent dans la semaine pour travailler et faire d'autres choses, fais-le, tu vois. Et il n'y a pas de secret. Du moins, tu as la possibilité. Voilà. Tu as la possibilité de le faire. Voilà, donc en fait, juste, viens pas te plaindre. C'est juste ça. Viens pas te plaindre en me disant, je gagne pas assez ou j'ai pas le temps de. Tu vois, alors oui, si tu as des enfants, si tu as certaines contraintes, si tu as une maladie malheureusement ou des choses, ok, ça c'est autre chose. Moi, je pars du principe que tu es en bonne santé, que tu n'as pas d'enfants et que tu as la possibilité, tu as du temps. D'accord ? Le temps, en fait, on l'a tous à ce moment-là. Si tu es dans ce cas-là, tu as le temps. Mais les gens ne veulent pas le faire. Ils n'ont pas de motivation. Ou alors les gens, ils arrêtent immédiatement. Tu prends c'est Usain Bolt qui disait j'ai dédié ma vie à apprendre à courir le 100 mètres en 9 secondes. Et il disait mais la plupart des gens, en 1 semaine ou 1 mois, ils abandonnent un projet. Tu vois ce que je veux dire ? Et lui, toute sa vie, il a dédié sa vie à courir 10 secondes, 9 secondes 40, 9 secondes 30, j'en sais rien, juste pour gagner 2-3 millièmes de seconde. Dixième de seconde. Tu vois ? Et en fait, la plupart des gens, déjà, quand ils se lancent dans un business, ils échouent parce que aussi les gens derrière les motivent pas. Ah oui. Il y a la capacité. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai cette capacité de m'auto-motiver seul. Ce qui est pour moi vraiment quelque chose qui est génial, tu vois. Et même si les gens peuvent me dévaloriser ou quoi à côté ou me dire non, t'es pas capable, je m'en fous. Mais par contre, tu vois, au début, quand je te donnais l'exemple de designer automobile, là, à cette époque-là, je n'étais pas capable de le faire. Et donc, ça m'a impacté et je ne l'ai pas fait. Peut-être j'aurais été designer automobile, j'aurais une vie fantastique. Mais par exemple, tu vois, mes parents, c'est des gens qui me soutiennent, mais qui ne me motivent pas. Et ils ont du mal à comprendre ça quand je leur dis. Par exemple, quand mon père, je lui dis, je fais un investissement immobilier, il va pas me dire, c'est trop bien. Il va me poser plein de questions pour être sûr que ça soit sécurisé, mais il va pas me dire, trop bien, c'est quand que tu achètes le deuxième. Tu vois ? Et ma mère, pareil. Ma mère, je lui ai parlé d'un projet physique que je voulais faire. Elle m'a dit, attention, le fais pas. Et je lui ai dit, maman, mais tu sais que ça peut changer ma vie si je fais ça. Ça peut être énorme, même pour moi, j'en ai besoin, tu vois. Elle me dit, oui, mais bon, tu sais, ta maman, elle fait attention à toi. Et en fait, tu vois, le truc, c'est que tu rentres dans un truc où moi, dans ma famille, personne n'est entrepreneur. Donc, personne ne comprend ma philosophie de vie, de pourquoi je fais ça, pourquoi je me casse le cul à faire ça, pourquoi je prends cette décision, pourquoi je fais ce sacrifice, pourquoi j'échoue et pourquoi je me relève. Et donc, à chaque fois que je leur parle d'un projet, ils vont dire, oui, c'est bien, mon fils, il est beau ton voyage, tes photos, elles sont belles, tu vois, ils vont être là derrière moi, mais ils vont pas me motiver. Il n'y a jamais un de mes parents ou quelqu'un dans ma famille qui m'a dit, c'est trop bien, vas-y, continue,
Et c'est quand le prochain truc? Tu vois, cette phrase, je l'ai jamais eue. Parce que pour eux, déjà, ils n'ont pas cette mentalité, c'est utopique de devoir continuer. Déjà, ce que tu as fait, c'est déjà très bien. Et pour eux, c'est le bout du bout. Ils cherchent la sécurité pour leur enfant. Et ce que je comprends, et en fait, je leur reproche pas, et je leur ai dit, l'autre jour à ma mère, je lui ai vraiment dit, je te le reproche pas de ce projet physique dont je te parle, je conçois tout ce que tu dis, mais comprends que ce que je veux faire, c'est pour moi. Tu sais très bien que toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, elles n'ont pas été trop mauvaises, dans un sens. J'ai pu avoir des échecs sur certains trucs, mais tu as vu que j'ai su rebondir et que je ne prends pas de risque au point de mettre soit ma vie en péril ou toute ma société, tout ce que j'ai en péril. Ah, mais pour eux, c'est risqué. Et c'est quand le prochain? En gros, ils te lancent dans cette spirale, ils te poussent. Allez, vas-y, parce qu'après, eux, ils peuvent regretter t'avoir dit, oula, je t'ai poussé, je t'ai dit d'y aller. Et en fait, non, c'est ma faute si tu es pareil. Les investissements, tu sais ce qu'on fait. Ouais. Le projet, on va en revenir après, mais le projet immobilier qu'on a, il est fait. Et hier, à mon père, je lui dis, on est allé visiter un nouveau truc. Je lui parle du truc, il me dit, ah, ok. Mais il s'en fout, il m'a même pas posé de questions sur le bien. Il m'a dit, attends que le premier soit finalisé, rentabilisé et tout. Je dis, mais papa, je vais pas attendre qu'il soit rentabilisé, c'est dans 20 ans que je vais le rentabiliser. Je vais pas attendre 20 ans pour faire le deuxième. Il faut que je le fasse à la suite. Tu vois ? Mais il va chercher la sécurité et je peux pas lui en vouloir. Ça, tout le monde est comme ça. Non, mais c'est pour ça que du coup, il faut être bien avec soi. Parce que du moment où tu es droit dans tes bottes, que tu sais où tu vas, que tu sais pourquoi tu fais les choses, t'as pas besoin d'avoir d'influence extérieure. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller chercher de la reconnaissance auprès de tes parents en disant que c'est bien mon fils, c'est bien ce que tu fais. C'est pour ça que je le fais, mais je leur dis parce que c'est mes parents. Non, mais évidemment, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, ça t'affecte pas. C'est le problème de beaucoup de personnes, c'est que du coup, l'entourage peut affecter du coup tes humeurs et tes émotions parce que finalement, tu n'es pas sûr de toi, tu sais pas vraiment où tu vas, tu sais pas, etc. C'est pour ça que du coup, juste pour rebondir au fait de, quand on disait du coup de prendre du temps pour soi, pour apprendre à se connaître, du coup c'est ce que j'ai fait. On en parlera peut-être une prochaine fois parce que là c'est... mais juste pour ajouter une petite touche importante, si les gens veulent commencer ce travail-là, il est important de le faire absolument seul. Ah oui. Parce que non mais seul. Parce que du coup il faut qu'il y ait absolument aucune entache extérieure, aucune influence quelle qu'elle soit, parce que justement pour apprendre à se connaître soi-même, il faut être confronté à nos propres peurs, nos propres démons et nos propres problèmes intérieurs. Et pour ça, pour se confronter à soi, il faut se retrouver avec soi. Seule chose que je dirais, et on en parlera plus tard si vous voulez de mon petit voyage. Et c'est quoi les sacrifices que tu as pu faire jusqu'à présent? Alors déjà ça au niveau du temps au départ. Parce qu'en faisant ça, tu vois, j'avais le temps pour personne. À aucun moment, je t'ai parlé de soirée entre potes ou de repas avec ma famille. Parce que je ne pouvais pas. Et donc, au fur et à mesure que ça a évolué, je commençais à avoir plein de projets à l'étranger. Donc, qui dit à l'étranger, de ne pas être présent ici. Et devoir tout accepter. Moi, je partais du principe que j'acceptais tout, tu vois. Et en acceptant tout, ça m'a permis aussi de me diversifier, toucher à pas mal de choses. Aujourd'hui, la formation, c'est une formation qui touche plein de domaines. Pourquoi ? Parce que j'ai touché à tous ces domaines et que je me suis jamais refusé un projet parce que j'avais envie d'apprendre. Et même j'avais pas la crainte de me dire, tiens, je vais faire un mariage. J'ai jamais fait de mariage. Ok, ben j'y vais quand même. Parce que j'avais touché à plein d'autres domaines, la soirée, la mode un peu avant, l'événementiel. Et donc, j'allais retrouver tout ça pour aller faire un mariage. Donc, au niveau du timing, j'étais sous l'eau. Donc, forcément... le plus gros sacrifice que j'ai fait, c'est qu'une fois je me suis séparé donc à 20-21 ans de cette fille, je me suis dit, tant que je ne suis pas stable dans mon travail, je me mets avec personne. Donc ça, c'était le plus gros sacrifice. C'est-à-dire que émotionnellement, j'avais juste droit au sexe en fait. J'avais pas le droit à... Non mais... T'attends pas le mariage toi? Non mais tu vois ce que je veux dire? J'avais juste le droit de me permettre du sexe et pas d'affection. Tu vois, donc je me suis relation amoureuse. Voilà, je me suis interdit de l'affection pendant au moins 6 ans. T'as interdit l'amour. L'affection pendant au moins 6 ans pour me consacrer pleinement à mon travail, comme je disais. Je suis pas stable, donc je me mets avec personne, je fais pas d'enfants, etc. Tu vois. Et donc voilà, ça c'était mon choix. Et pendant donc ces 6 ans, j'ai fait que bourriner, que travailler. Pardon. Elle est con, les... C'est pas le terme. Putain, c'est vraiment un sgeg. Mais est-ce que tu regrettes du coup d'avoir bourriné? Non, mais est-ce que tu regrettes vraiment des sgegs? Mais alors vraiment un beau paquet de sgegs. Est-ce que tu regrettes que pendant 6 ans du coup tu as du coup dû tout stopper et tu t'es mis des freins comme ça? Mais non, mais vas-y, réponds, ça le fera décuver un peu.
Non, je regrette vraiment rien parce que... Du coup, pendant 6 ans, tu t'es bloqué de tout quand même. Donc, Je regrette rien parce que je sais le résultat que j'ai aujourd'hui, donc forcément... Je rigole plus, arrêtez. Voilà. Je regrette rien parce que je sais le résultat que j'ai aujourd'hui, oui. mais forcément qu'au départ, c'était pas facile de prendre ce choix, de se dire, voilà, je serai avec personne, mais... Alors, il y avait ce côté affection, on va dire, avec une personne, une fille, mais il y avait ce côté aussi affection de ma famille, puisque, en fait, j'étais jamais avec eux. Je refusais, parfois, en fait, si j'avais un projet, j'allais privilégier le projet à un repas de famille ou un anniversaire, et ça, on me l'a reproché après. Donc ça, c'était compliqué. Certaines personnes, mes parents me l'ont jamais reproché, parce que mes parents, même si je te dis, ils me motivent pas, ils comprennent tout ce que je fais. C'est pour ça qu'ils me soutiennent. Donc ils m'ont toujours soutenu, ils ont toujours compris. Et mon père le premier, parce qu'il a pas été entrepreneur, mais il a toujours vécu avec des entrepreneurs aussi. Donc dans un sens, il savait aussi, certains amis à lui, les sacrifices qu'ils ont fait pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc il savait que mon père, si je lui disais, papa, je suis pas là pour ton anniversaire, pour tes 50 ans, 60 ans, j'en sais rien, c'est parce que malheureusement je peux pas, et parce que c'est plus important dans un sens à l'instant T. Et petite parenthèse, tu as quand même eu de la chance d'avoir des parents qui te soutiennent, Bien sûr. mais pas qui te motivent. Déjà le soutien, c'est énorme. énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, moi j'ai eu le même cas, mais c'est déjà énorme. Parce qu'il y a énorme. des gens, il y a des parents qui ne soutiennent même pas. C'est en fait, non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Ou alors c'est ils là, sont toujours en mode... Ah non, tu sais, genre... Oui, fais pourquoi pas tu ça, fais par ça, peur, pourquoi tu fais ça pourquoi, l'argent c'est pas bien, enfin... Ouais. Et donc après, donc, au niveau des sacrifices, forcément, donc il y a les parents et tout. Beaucoup voyagé, donc physiquement, j'étais même épuisé. Au niveau de mes amis, pareil, et ça c'est vachement délicat, mais en fait, j'ai aucun ami d'enfance. Tu vois ? Et ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Et en fait, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. C'est-à-dire que j'ai des amis d'enfance parce que je peux les revoir et tout, mais c'est pas des gens que je vois tous les jours. Tu vois, l'autre jour, on a rencontré Elliot au bar, on s'est revus, on s'adore et tout, mais on n'a jamais j'ai rien partagé avec lui. C'est quelqu'un avec qui j'étais en maternelle et tout. Mais voilà, peut-être on va se revoir et tout maintenant, mais pourtant, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai gardé contact. J'ai gardé contact avec pratiquement personne parce que mon métier ne me permettait pas de le faire. Non, t'as fait tes choix. C'est pas parce que tu parles... Non, je suis pas d'accord. T'as fait tes choix. C'est ce que je te dis. Non, mais c'est pas parce que tu parles... C'est ton métier, c'est toi pour ton métier. Oui. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas parce que t'es loin que tu vas pas prendre des nouvelles, c'est pas parce que t'es en... Mais parce que j'avais pas le temps. Tu vois pas, C'est des choix. Ben, c'est ce que je te dis. Ouais, c'est un choix. J'ai fait le choix de renier tout ça et de dire non à tout ça pour mon métier. Oui. Et je dis pas que c'est leur faute, c'est ma faute. Okay. À aucun moment je dis que c'est leur faute. Mais c'est moi qui j'ai dit oui, je n'ai pas de temps à vous consacrer, j'ai pas le temps de consacrer à ma famille, j'ai pas le temps de consacrer à une fille. Le seul temps que je vais consacrer, il est pour moi. Donc t'as un peu de regret quand même. De l'amitié, parce que tu dis que t'as pas d'amis. Non, parce qu'aujourd'hui, après, j'ai d'autres amis avec qui je peux me permettre de faire d'autres choses. Mais ce que je veux dire, non, j'ai aucun regret là-dessus, parce que si je l'avais fait, j'aurais pas eu ce que j'ai aujourd'hui. Si j'avais consacré ce temps à d'autres personnes, j'ai dû être égoïste pour moi à ce moment-là. Est-ce que c'est de l'égoïsme ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai dû être obligé, moi je sens que c'est de l'égoïsme, d'être égoïste à ce moment-là pour moi, pour ma famille, mes amis. Tu vois, et après, j'ai des amis avec qui j'ai toujours gardé contact. Mais par exemple, quand je revenais à Marseille, étant donné que tu postes sur les réseaux, des fois tu postes en décalé et tout, ils savent pas si tu es rentré. Et en fait, des fois, ils te contactent plus. Mais tu dis, mais ouais, mais j'étais là. Mais me dis pas que tu étais là. Tu postes une story, tu es au Cameroun ou je sais pas quoi. Et ouais, c'est vrai. Et donc, c'est aussi ma faute. Tu vois, et donc, en fait, à cause de tout ça, c'est un engrenage qui fait que tu perds ton réseau, tes amis. Alors là, moi, il y avait un autre choix. Celui-là, je le regrette absolument pas. Mais quand j'ai commencé à faire de la vidéo avec cette caméra et 3 potes d'enfance, mes 3 potes, ils sont partis dans un délire où ils avaient envie de fumer, boire et tout. On était dans le monde du sport extrême aussi, et c'est un délire, tu vois. Ils commençaient à se faire des soirées, on faisait des soirées chez nous, chez eux, machin, et les soirées, elles commençaient à passer en soirée fumette. Et ben moi, ça, j'ai dit non. Donc, du jour au lendemain, je suis plus venu aux soirées, donc les gars vont pas m'appeler pour la prochaine soirée. Je leur dis, moi, je viens pas à ta soirée fumette, ça m'intéresse pas, tu vois, je fume pas, je bois pas, je me drogue pas. Donc ça m'intéresse pas. Donc de là, en fait, je me sépare de ces 3 personnes. Mais là, c'est un bien pour un mal quand même. C'est un bien pour un mal, mais tu te sépares d'influence, comme on disait, vaut mieux te entourer de bonnes personnes que d'influence. Mais après, c'est juste qu'ils fumaient, et ça n'empêche pas que c'était des gens formidables toujours. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas parce que tu fumes un pétard que t'es un con. Mais donc eux,
moi, c'était pas mon état d'esprit. J'ai continué à me développer dans le monde du sport extrême jusqu'à devenir professionnel dans ce niveau-là. Et grâce à ça, ça m'a fait voyager et faire tout ce que je fais aujourd'hui. Eux se sont arrêtés. Tu comprends ? Ils n'avaient plus la motivation d'aller au skatepark, de faire autant de vélo que moi je le faisais, de découvrir les gens, de travailler, de faire la vidéo, de la photo. On filmait, on faisait des photos ensemble, tous ensemble. Tu vois, on faisait des vidéos, on se filmait les uns les autres. Ça aurait pu leur plaire, ils auraient pu en faire leur métier. Il y en a un qui a commencé un peu à le faire, il a arrêté. Aujourd'hui, j'ai aucune nouvelle de ce qu'il fait, et je l'ai jamais vu sur les réseaux. Ça veut dire qu'il a jamais percé. Parce qu'il y a un moment, voilà, il a fait le choix de faire ça. Moi, j'ai fait ce choix de pas rester avec eux. Toi, c'était quoi ton objectif à l'époque ? C'était de te professionnaliser, d'avoir... j'avais même pas d'objectif, j'avais juste envie d'évoluer. Non, mais du coup, accepter tous les contrats, c'était en mode quoi ? Je veux empocher plus d'argent ? Parce que le contrat a dit argent. Non, c'était même pas l'argent. Développer le plus de compétences. J'avais envie de faire plein de choses. J'avais envie de vivre. J'avais envie de faire des choses. Je me dis, attends, mais on me propose une opportunité d'aller là-bas, pourquoi j'irais pas ? Tu vois ? Et du coup, c'était plus important que passer du temps des fois avec ta famille, ou d'avoir une amoureuse, ou d'avoir ci, c'est ça. Et après, quand j'ai pu... en 2017, quand j'ai rencontré Marie, que tu connais, là, voilà, on s'est rencontrés un peu par hasard et tout. On commence... Pas de hasard. Non, mais voilà. on commence une relation et tout se passe bien. Et je lui dis, tu vois, je lui dis vraiment la vie que j'avais. J'ai toujours été honnête avec mes compagnes en leur disant, voilà, ma vie, elle est comme ça. Attention, moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. J'ai beaucoup de travail. Donc, forcément... Il y a un moment, mon travail, il a parfois une priorité et je préfère être honnête avec toi et le dire dès le départ. Elle savait dans quoi elle s'embarquait dans un sens, tu vois. Donc, on commence notre relation et vraiment aucun souci et tout. Déjà, la première année, je sais pas si c'est 2016 ou 2017 qu'on se rencontre, mais en 2017, c'est une année, j'ai pris 77 avions. Donc, l'écologie. Ouais. Mais à ce moment-là, j'ai pas vraiment de conscience. On fait pas un petit cut. Non, mais t'as tout à fait raison. Mais à ce moment-là, j'ai pas forcément une conscience écologique. Déjà. Et c'est au fur et à mesure que je l'ai eu, même pour les animaux. À ce moment-là, j'avais pas autant d'importance pour les animaux. Je donnais pas autant d'importance aux animaux. Et après, des métiers, c'est comme ça. Quand tu es pilote d'avion, ton métier, c'est pilote d'avion, il prend pas 77 avions, il en prend 6000. Tu vois ? Donc, il y a certains métiers, tu vois, la conscience écologique, oui, mais dans certains métiers, c'est comme ça. Quand tu as des mecs qui doivent conduire 1h30 pour aller au travail tous les matins, c'est comme ça. Si tu as le travail en face de chez toi, c'est une chance. Si tu l'as pas, c'est comme ça. Il y a des moments, il y a des contraintes dans certains métiers. Tu vas pas aller flinguer une hôtesse de l'air, lui dire « Oh, t'es une conne parce que t'es hôtesse de l'air et que tu prends l'avion tous les jours. » Malheureusement, les avions, il en existera tous les jours. Et il y a certains métiers et les contraintes, on pourra pas les enlever. Donc moi, la contrainte de mon métier, c'était que je devais voyager pour faire certaines choses. Donc, je le regrette même pas, ces 77 avions. Je pourrais pas dire que je le regrette, c'est comme ça. Et aujourd'hui, j'en prendrai toujours. Tu vois, donc, mais je vais essayer de compenser. La différence, c'est que je vais essayer de compenser mes voyages par autre chose. Si tu voyages que touristiquement, c'est là où tu as un impact. Si tu voyages maintenant et que derrière, tu as un but où tu vas peut-être inspirer les gens, avoir des messages positifs, aider potentiellement, peut-être compenser carbone, j'en sais rien, ton voyage d'une telle ou telle solution, telle manière, c'est là où ton impact va être réduit. Moi, tu vois quand même des associations, etc. Enfin, tu fais quand même donc c'est pour ça que j'essaye en soi, quand je voyage au Kenya, je ne vais pas juste au Kenya, dire regardez, j'ai vu un lion, je fais un reel pour faire 1 million de vues. Je vais au Kenya, je fais un docu au Kenya, j'investis, on met de l'argent dans une asso, on aide les animaux. Donc, dans un sens, écologiquement, c'est vrai que l'avion que j'ai pris, il y a eu un impact sur la planète, mais j'ai eu un impact positif pour, dans un sens, compenser d'une autre façon ce que j'ai fait. Tu vois. Donc, même s'il y a un projet, si demain on me dit, tiens, il faut aller filmer un super clip de musique, j'en sais rien, et que ça me passionne à l'autre bout du monde, peut-être que j'irai, et peut-être que sur ce projet-là, oui, il n'y aura pas trop de compensation, mais je vais essayer de le compenser autre part. Donc, dans cette année, 2017, 77 avions et presque burn-out à la fin de l'année. Vraiment, on en parlera de ce client dans les pires clients. On fera un podcast pires clients. Mais la fin de l'année, celui-là, je m'en foutrais, je le dirais, parce que la personne, elle m'a bien flingué. Et donc, 77 avions. Et au cumulé, j'ai calculé, j'ai passé 3 mois de l'année dans les transports. L'enfer. Donc, entre les transports eux-mêmes, les attentes dans les aéroports, les transports, les machins, les trains, les voitures, tout, c'était 3 mois sur 12 dans un transport. Donc, physiquement, les gens ne voient pas ça sur les réseaux, j'étais complètement mort. Donc là, ma compagne, à ce moment-là, elle comprend que ma vie, elle est quand même complexe. Mais moi, je me dis aussi, attention, ça, je ne veux plus jamais le refaire. 77 avions, c'est inadmissible, machin. Ok, donc ça, je ne veux plus le faire, donc je réduis. Et de là, 2018, je pense à l'idée de la formation.
2019, avec Nico, je rencontre Nico et tout, on parle de la formation, je décide de vouloir lancer ma formation. Et à cette époque-là, à mon ex, je lui dis, voilà, je suis conscient que toi, ça commence, au début, elle était OK pour toute ma vie comme ça, mais ça commençait à lui peser et je le comprends parce que c'était dur. Mais je l'avais prévenu aussi. Et là, je dis, voilà, j'ai un projet. Je pense que ce projet va me permettre de gagner de l'argent et d'éviter d'accepter tous les projets et être plus ici, plus avec toi et construire plus une vie ici. Et tout à l'heure, quand tu disais, voilà, la personne peut t'attendre, j'ai un projet pendant 6 mois, est-ce que tu peux m'attendre ? C'est ce que j'ai proposé. Et on m'a dit non. On m'a dit, non, je peux pas, ou alors j'y crois pas, ou j'en sais rien et tout. Ben là, j'ai fait le choix. Encore une fois, sacrifice, top le couple. Alors que tout allait plus ou moins bien quand même. On s'engueulait un peu par rapport à ces problèmes de voyage. Mais dans le fond, tu vois, ça allait pas trop mal. Et ben là, j'ai dit, top, on arrête tout. Là, j'ai dit, allez, 6 mois de ma vie, je fais que ça. Je prends chez moi, c'est un studio, et genre, je sautais un repas. Genre, je prenais même pas le temps de manger pour filmer plus, pour faire plus de choses, pour que ça sorte plus vite, parce que je m'étais fixé 11 octobre 2019, le jour de mes 30 ans, sortie de la formation. Et c'était pas une formation pétée de 3 modules. Non, je voulais vraiment faire une formation qui n'existait pas. Et ça n'existe toujours pas aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, ça n'existe toujours pas, une formation qui parle de tous les domaines dans la photo, tous les domaines dans la vidéo, avec le même formateur. Et peut-être même dans le monde, ça n'existe pas. Non, et tourner aux 4 coins du monde. Et tourner aux 4 coins du monde, etc. Donc je voulais vraiment proposer ce qui ne dénigre pas les autres formations, mais ce que je proposais moi dans ma formation, ce que je voulais proposer n'existait pas et n'existe toujours pas. Il n'y a aucun équivalent dans le monde. Donc j'ai travaillé vraiment comme un chien et pratiquement tout seul pour faire ça, tu vois. Donc j'avais une personne, des fois c'était souvent Hervé qui venait avec moi pour m'aider pour filmer les premiers modules à l'étranger. Mais après j'étais tout seul. Les montages, les machins, les scripts à écrire, machin. Et donc j'ai perdu, je sais pas, 5 kilos sur les 6 mois. Le dernier module macro, je fais 64 kilos. Ouais. C'est chaud, j'ai un t-shirt sur ma vie, on dirait qu'il n'y a pas de peau, quoi. C'est horrible, mais c'était la réalité des choses. Donc j'ai fait ce sacrifice. Là, peut-être que la nourriture, c'était un peu débile, mais je prenais le temps que je consacrais normalement à manger, je le prenais pour travailler. Tu vois, alors je ne le conseille pas aux gens de faire ça. Tu vois, ça c'est peut-être un peu un regret, j'aurais peut-être pu faire attention là-dessus. Mais il n'y a aucun conseil nutritionnel au podcast. Non, mais surtout que tu aurais offert un mois de plus et du coup tu aurais été un peu plus en harmonie avec toi, tu aurais eu plus de temps. Et oui, aussi. Après, bon, c'était beau. Le fait de lancer le jour de mes 30 ans, machin, c'était un truc que je voulais faire. Mais y a, tu vois, genre, pour le lancement, il y a une anecdote qui est intéressante. Comme quoi, les choses n'arrivent pas par hasard. À ce moment-là, je travaillais pour Charles Leclerc aussi. Et donc oui, au milieu de tout ça, j'avais quelques projets pour essayer de gagner ma vie parce que la formation, à ce moment-là, c'est peut-être 50 000 balles d'investissement. Donc tout ce que j'avais économisé, je l'ai claqué là-dedans. Donc très gros risque. Dans les sacrifices, là, très gros risque. Zéro rentrée, le temps de la tournée. Tout l'argent que j'ai là, je lâche. Alors, je reviens juste sur juste avant, quand je faisais de l'événementiel. Pareil, je venais d'acheter mon appartement. J'avais économisé de l'argent pour payer mes meubles. On fait un événement. On se prend 4 jours de tonnerre et d'orage sur l'événement. Aucune rentrée d'argent, tout l'argent que j'ai investi dedans, je le perds. Donc tout l'argent pour payer mes meubles, je le perds. À ce moment-là, pendant le festival, on décide de démonter la scène, de la remettre à un autre endroit. On essaye tout, tu vois, avec mon pote Ben. Le dernier jour, dimanche soir, coucher de soleil, grand soleil, donc fin du festival, mais il n'y a personne forcément. Je suis sur la rampe de BMX, j'avais amené tous les meilleurs riders du monde qui étaient là, mais vraiment, genre le line-up qu'il y avait là, il était vraiment chaud. Je suis sur la rampe, une mouette qui me chie sur l'épaule. Je regarde, j'ai mon t-shirt marqué WhatsApp Festival, le nom du festival. Je prends le t-shirt, je le mets en boule, je le jette. J'y allais, ciao, terminer l'événementiel, tu vois. Donc là, voilà, encore une fois, et à ce moment-là, j'ai dû accepter tous les projets possibles et imaginables. Et pourtant, j'avais déjà un certain niveau en vidéo, j'avais des beaux projets. Là, j'ai dit, donnez-moi tout ce que vous avez, je prends. Et j'ai fait un montage pour Ricard. Je te jure, pour la marque Ricard. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, à consommer avec modération. Genre, c'était une copine qui était à l'école en plus. Je crois que j'avais filmé son mariage. Et elle me dit, voilà, j'ai un montage à faire. En gros, on va t'envoyer, c'est notre patron qui part. On va t'envoyer les vidéos de tout le monde qui dit au revoir patron. Le projet le plus pourri que tu peux avoir de ta vie, tu vas monter. À ce moment-là où j'avais des beaux projets, je travaillais pour des belles marques et tout, je voyageais autour du monde. Donc, quand je dis aux gens, il y a un moment, c'est comme ça, c'est pas autrement. Là, j'ai dû accepter tous les projets les plus pourris. Mais il n'y a pas de sous-projet, encore une fois. Tu vois, c'est genre, en soi, c'est comme ça. Et là, je prends 300, 400 balles, j'en sais rien. J'accepte, et je prends 400 balles et tiens, ça me paye mon canapé ou j'en sais rien.
Et j'étais obligé. Tu vois ? Pendant la formation, du coup, tu dis il n'y a pas de hasard parce que Ah par oui. rapport à Charles. Ouais, le truc de Charles. Donc, je dois filmer pour Charles Leclerc à Singapour. Et on doit partir, je crois que c'était en septembre, le Grand Prix de Singapour. Mon passeport, toi, tu as une belle histoire de passeport, on la racontera une autre fois. À un autre moment, parce que là, c'est... Mais celle-là, elle est encore mieux, je pense. Le passeport est incroyable. Et mon passeport, il avait... Souvent, quand tu voyages à l'étranger, il faut que ton passeport ait encore 6 mois de validité à la date de ton retour. Et moi, mon passeport, il avait 5 mois, 23 jours. C'est imperceptible, tu vois, quand tu le vois, quand tu vois juste les mois, parce que tu vois pas les jours. Mais bon, moi, je le savais. Je fais Marseille-Istanbul, nickel, personne voit rien. Istanbul, ce con, il regarde mon passeport. Mais il regarde jamais les passeports, les mecs. Il te passe comme ça, il regarde ta photo. Pourquoi il regarde la date ? Pourquoi il calcule ce con ? Et là, d'un coup, il me dit, monsieur, vous pouvez pas monter. Je dis, comment ça, je peux pas monter ? Il dit, ben non. Donc là, j'appelle Charles. Je dis, Charles, je peux pas venir à Singapour. Voilà. Et pourtant, et en plus, je savais, donc j'avais fait refaire mon passeport en urgence. Je l'avais pas reçu, mais j'avais le papier comme quoi le passeport était en train d'être refait et tout. Donc je lui montre au gars, oui, j'ai le papier, machin, tout. Rien à foutre. Donc à ce moment-là, même moi, je me mets 300 ou 400 balles, je sais même plus combien de billets d'avion retour pour rentrer à Marseille. Je dors à l'aéroport. L'avion, c'était le lendemain matin super tôt, donc je dors à l'aéroport. Je me rappelle, je me mets sur un siège. Tu m'envoies une photo. J'attache mon sac photo à mes jambes, qui faisait 20 kilos. Et de là, en fait, je dors toute la nuit avec mon sac photo, comme ça. Un truc de fou. Et le lendemain matin, mes jambes, elles étaient engourdies. Et j'étais en retard pour le vol. Et je me lève, sur ma vie, je me lève. Je sens pas que mes jambes sont engourdies à ce moment-là. Je me lève, je m'écroule. C'est comme si je n'avais plus de jambes. Mes jambes, ça fait comme un chamallow. Et je m'écroule par terre et j'étais là, je bougeais vite mes jambes, je bougeais vite, reviens le sang, reviens, je suis en retard, il faut que je cours pour aller chercher mon avion et tout. J'ai là, vas-y, j'ai claqué mes jambes et tout comme un con. Et vite, et j'étais en retard, il fallait que je cours, je sais pas combien de temps pour aller... bref. Et donc, en ne faisant pas ce projet-là, pour Charles, j'ai gagné 3 jours qui m'a permis de finir de monter ma formation et d'être à temps. Ok. Et je sais que dans mon timing, si j'avais pas eu ces 3 jours, jamais elle serait sortie le 11 octobre. Jamais. Il n'y a pas de hasard, c'est comme ça. Et mon père, il me dit toujours une phrase, et que je dis toujours à tout le monde, si les choses ne se font pas, c'est qu'elles ne devaient pas se faire. Au moment où tu le vis, quand même, il faut arriver à se le dire. Mais je me le dis, maintenant, je me le dis tout le temps, et en fait, ça permet de relativiser énormément, très vite, et de te dire, ok, c'est comme ça, tu vois. L'autre jour, j'ai vu une vidéo sur le 11 septembre où il t'explique des gens qui ne sont pas morts au 11 septembre, pourquoi ils sont pas morts. Il y a un mec qui dit, ma voiture n'a pas démarré. Il y a un mec qui dit, oh, on m'a appelé au dernier moment, mon boss il m'a appelé au dernier moment pour aller acheter des bagels. Mec, hop, il va acheter des bagels, tout compte fait, il n'est pas dans la tour. Il y avait que des trucs comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut accepter ce qui nous arrive, il faut pas à chaque fois... Même si c'est chiant. Si c'est chiant. Tu vois, même si on te dit c'est un truc horrible, oh, mais mon gamin il était malade ce matin, fait chier, machin et tout. Ouais, c'est un truc qui te fait chier, mais en fait, ça t'a peut-être sauvé la vie. L'histoire de mon passeport, c'est peut-être pas pour rien que ça se passait comme ça. Ouais. Tu serais bouffé par un anaconda. Et du coup, est-ce que... Spoil pas, putain. Est-ce que vous pensez que dans la vie, il y a de la chance ou c'est plutôt des opportunités ? Allez, c'est parti. Alors, on va parler de ça maintenant, du coup. Vous voulez pas qu'on fasse ça dans un autre podcast Parce que ça peut être long, ça. C'est la thématique. Alors moi, je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux dans la vie, mais moi, c'est 99,9% d'opportunités, je pense, dans la vie. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, la chance, les exemples de chance qu'on peut avoir, c'est être en bonne santé, parce que ça, c'est pas... Tu as la chance d'être en bonne santé, d'être né dans un pays civilisé et pas en guerre. Et pour moi, ça c'est de la chance. Après, tout ce qui peut t'arriver dans ta vie, c'est qu'une opportunité que tu peux savoir saisir. Donc, par exemple, toi, je te donne l'exemple avec Charles. Si d'un coup, Charles, il me contacte, c'est une opportunité et je vais y aller. Si je ne sais pas la saisir, ça ne se passe pas, tu vois. Et il y a tout un truc comme ça. Je ne sais pas, même si tu marches dans la rue, que tu trouves un billet de 50 balles par terre, pour moi, je le vois comme une opportunité. Pas d'accord. Moi, je me dis, pourquoi ? Parce que si je n'étais pas sorti à ce moment-là, moi, je le vois comme une opportunité. Même le loto, c'est une opportunité. C'est pas une chance. Pour moi, si. Tu dis des bêtises. Ouais, là, tu dis des bêtises. Parce que... On va le couper parce qu'il dit des bêtises. On va cutter. Parce que, est-ce que tu as gagné au loto ? Non. Tu as gagné au loto ?
Non. Est-ce que tu joues au loto? Non, parce que je joue pas au loto. Donc ça veut dire que si tu joues pas au loto, tu peux pas gagner au loto. Il y a une différence entre provoquer la chance. Oui, peut-être. Alors c'est peut-être. Et l'opportunité, c'est pas pareil. Comme ça, parce que l'opportunité, c'est quelque chose que tu peux saisir, c'est quelque chose qui vient dans ton environnement. Qui est extérieur à toi. La chance, c'est quelque chose qui est indépendant de toi. Mais le loto, c'est extérieur. Le loto, il y a quelqu'un qui a créé un loto qui dit regardez, aujourd'hui, il y a l'opportunité de gagner 1 million d'euros. Est-ce que tu veux la saisir ou pas? Si tu veux la saisir, va au tabac ou appelle machin, fais ce que tu veux et joue et prends tes risques, mets ton argent. Pour moi, la chance, c'est une statistique improbable. Pour moi, l'opportunité, c'est pas une question de statistique, tu vois. Ouais, parce que tu vas marcher dans la rue par rapport à ton billet, c'est une chance de tomber dessus. C'est ça, c'est la probabilité. C'est pas l'opportunité de dire je marche dans cette rue ou dans cette rue. C'est la chance que n'importe. Et l'opportunité, c'est de savoir est-ce que tu vas saisir le billet ou non. Et qu'est-ce que tu vas faire de cette opportunité-là d'avoir 50 euros en plus? L'opportunité, c'est de le voir par terre. Non, mais la chance, c'est la probabilité que ça arrive, du coup, pour moi, la chance. Peut-être plus là, sur cet exemple, peut-être plus ça. C'est une probabilité extraordinaire, tu vois, genre en mode, tu vois, gagner au loto, la probabilité que tu gagnes, c'est 1 sur... Mais quelle est la probabilité de gagner sans jouer? Mais c'est pas ça, c'est que tu vas provoquer la probabilité. Donc tu provoques déjà, tu prends une... Oui, mais donc c'est pas l'opportunité. C'est pas une opportunité. C'est pas une opportunité de jouer. Non, au départ. C'est provoquer la chance. Au départ, avoir le 1 euro pour jouer au loto. Non, mais au départ, il y a une opportunité. Le fait de... Si quelqu'un ne crée pas le loto, t'as pas l'opportunité de pouvoir aller là-bas et de pouvoir jouer. Une différence entre provoquer la chance et après gagner, c'est une chance. Saisir une opportunité. Pour moi, l'opportunité, je la vois pas comme ça. J'avais écouté un truc qui était hyper intéressant et moi j'aime bien les trucs visuels et qu'on peut comprendre. C'est, imagine, tu mets des écouteurs et tu passes une musique dans ta tête. Tu peux mettre une musique joyeuse, une musique triste, une musique de sport, tu vois, genre à fond, et tu dévales une rue. Selon la musique que tu vas te mettre dans les oreilles, tu vas avoir le regard sur l'autre et les autres auront le regard sur toi complètement différent. Si tu es triste et que tu es en train de pleurer, tu vas peut-être même pas regarder les gens qui sont autour de toi, et les gens qui vont te regarder, ils vont te regarder avec tristesse ou avec peine ou avec pitié peut-être pour certains. Et à l'inverse, du coup, si tu pars avec une musique hyper entraînante, joyeuse, etc., tu vas être hyper heureux, tu vas avoir le smile, le sourire, donc tu vas être content, tu vas regarder tout autour de toi, tout ce qui se passe, tu vas regarder le ciel bleu, tu vas regarder les monuments, les bâtiments, tu vas regarder les gens, tu vas leur sourire, tu vas être avenant avec eux, et du coup, ça va être le même envoi de signal, tu vois. Et pour moi, c'est ça. Les opportunités, elles sont constamment autour de toi. Ça dépend uniquement de ta façon de penser, ta façon de réfléchir, dans quel état tu es, pour savoir si tu vas pouvoir voir les opportunités et les saisir. Pour moi, ça, c'est ça l'opportunité. Si tu marches dans la rue avec ta musique et que tu vois un billet par terre, c'est pas une opportunité. C'est pas ça, non. Si tu le vois qu'il est sur ton chemin, c'est de la chance. Si tu le saisis, c'est une opportunité. Ok. Moi, je le vois comme ça. Après, je sais pas, il n'y a pas de vérité, mais c'est ma vision de... Tu vois Leonardo DiCaprio, c'est une chance de le voir. Par contre, c'est l'opportunité d'aller lui parler. C'est ça, et de faire le bon pitch pour aller, du coup, saisir l'opportunité de l'avoir eu en face de toi. L'opportunité, elle est là. Est-ce que tu es capable de voir que c'est une opportunité et est-ce que tu es capable de la saisir? Ok. Par contre, d'être à un endroit précis, comme tu dis, t'es né en France, c'est une chance. Ça, c'est une chance. D'être en bonne santé, c'est une chance. Mais même tout ce qui peut t'arriver, pour moi, c'est... J'ai pas de 50%, je peux pas te dire de pourcentage, mais une grande partie, c'est de la chance. Et après, à toi de voir de ce que tu en fais de cette chance. Tu pas autant. Et c'est pour ça que je te dis que les opportunités sont constamment autour de toi. Parce qu'en fait, le plus souvent, tu sais pas qui c'est qui est à côté de toi. Autant, et ça peut être pas Brad Pitt, mais tant c'est un mec qui est business angel ou qui est hyper compétent dans ton domaine ou qui, lui, connaît une autre personne qui connaît une autre personne qui va te... Et donc, du coup, les opportunités, elles sont... C'est ça, les opportunités, elles sont constamment autour de toi. C'est à toi de savoir si tu... de déceler les opportunités ou non, tu vois. Mais après, en fait, on les crée, tout ça. Tu vois, par exemple, plus tard, ça, tu prends le principe de quelqu'un qui va te contacter sur les réseaux sociaux. Ben, si tu n'as pas créé tout ce contenu avant, si tu n'as pas fait tout ça, si tu l'as pas posté, il t'aurait pas vu. Tu vois, il y a tout ce côté. Est-ce que c'est de la chance que lui a vu ta vidéo pour après te contacter? C'est difficile en fait, c'est difficile à dire tout ça, parce que si tu n'avais pas fait tout ce qu'il y avait avant, il n'aurait jamais vu ta vidéo, il t'aurait jamais contacté. Mais est-ce que c'est pas un genre de problème d'ego de dire tout est, ou en grande partie beaucoup plus, c'est par rapport aux opportunités, parce que j'ai fait ça, que tu justifies le fait de faire quelque chose, alors que tu peux aussi avouer le fait que, je parle pas de toi, mais j'ai aussi eu de la chance. J'ai aussi eu de la chance d'avoir eu...
cette opportunité de personne ou de contrat ou de quoi que ce soit. Et c'est ça qui va m'amener à, ok, bah après j'ai été proactif à saisir le truc. Mais pour moi, il y a une grande part de chance. Ouais. Mais tu vois, par exemple, quelqu'un que tu vas rencontrer dans une soirée, je me dis que j'aurais pu rester chez moi ce soir parce que j'étais fatigué. Mais si maintenant je prends sur moi, je me dis, attends, je vais être à cette soirée parce qu'il y a peut-être des opportunités à cette soirée. Ouais. Pas en tant qu'opportuniste, tu vois, je parle juste pour les mots chance, opportunité. Et je me dis, je vais à cette soirée pour m'amuser avec mes potes, et peut-être que je vais avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Mais du coup, j'aurai la chance. Alors donc, est-ce que tu veux dire, est-ce que je vais plutôt avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un, ou est-ce que je vais avoir la chance de rencontrer quelqu'un à cette soirée ? La chance. Et ensuite, tu vas prendre l'opportunité de lui parler. De lui parler, ouais. De lui parler, d'accord, ouais, ok. C'est ça. Ok, moi, je le vois comme ça, c'est pas mal. Non, comme ça, c'est pas mal. Et ça permet de rebasculer le pourcentage de... Il y a une énorme part de chance comme une énorme part d'opportunité. Mais c'est pas genre 99,9% d'opportunité. Et t'as quasiment pas de chance. Parce que c'est comme quelqu'un qui va travailler 100 heures par semaine. Il va saisir l'opportunité de travailler 100 heures par semaine. Par contre, peut-être qu'il aura la chance de rencontrer quelqu'un qui va qui va faire en sorte que, je sais pas, il va être augmenté ou qui va upgrader dans sa hiérarchie. Il va avoir de la chance. Par contre, il pourra toujours saisir l'opportunité, mais ça va rien changer, quoi, tu vois. Ouais, je capte. Non, mais ouais. Je vois. Ouais. C'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Mais il faut pas penser. Par contre, c'est pas la vie est faite de chance. Par contre. Non, mais je pense que quand les gens te disent, quand les gens me disent, hey, t'as de la chance de voyager. Non. Ah ouais, non. Celle-là, par contre, de chance. Celle-là, voilà. Celle-là, je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus. Non, je suis pas d'accord. Moi, souvent dans ma famille, on me l'a dit. Je les ai recadrés gentiment, mais dans le sens, non, me dis pas que j'ai de la chance. Je viens de vous expliquer tous les sacrifices que j'ai fait dans ma vie. Voilà. Donc pour arriver à voyager et aller faire tout ça, y a plein de choses derrière. Parce que les gens ne se rendent pas compte. C'est pour ça que c'est le raccourci de dire t'as de la chance. Et en soi, t'as de la chance quand même. Tu peux pas dire c'est 100%, encore une fois, opportunité ou 100% travail. C'est aussi une part de chance de pouvoir effectivement voyager, travailler à travers le monde. Et vivre de ta passion. Vivre de ta passion. C'est vrai que là, ça revient un peu à ce que vous dites. En fait, dans la photo animalière, par exemple, tu as de la chance de croiser un animal. Ouais. Par exemple, quand j'expliquais l'exemple de la maman léopard avec son bébé, tu as de la chance de dire, ok, elle est ici, mais par contre, j'ai l'opportunité d'attendre qu'elle sorte avec son bébé à la gueule et faire cette photo. Exactement. Et de saisir l'opportunité. Et de saisir l'opportunité. Si tu n'avais pas ton appareil photo, tu aurais fait quoi ? Tu n'aurais pas eu l'opportunité. Bien sûr. Donc c'est ça, en fait, la différence entre les deux. Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de notre vie passée. Oui, aussi. Parce que ce qui est important, je pense, à dire, et je pense que c'est un sujet important, mais c'est le prisme, tu vois, de vision. C'est-à-dire que du coup, il faut arrêter de croire qu'il y a une seule vérité. Ouais. Tu vois, la preuve, c'est que là, tu vois, tu avais ton propre avis sur l'opportunité et la chance. Et à force de parler, du coup, avec des gens et d'avoir, du coup, deux autres avis, ça te permet du coup de... Non, mais c'est ça qui est génial. Et après, attends, on ne dit pas... Enfin, moi, je te dis pas du coup que j'ai raison dans ce que je dis et potentiellement, c'est toi qui avais raison. Non, mais c'est ça le brainstorming. Et inversement, parce que toi, tu vas m'aider aussi à voir les choses différemment. Mais ce qui est hyper important, je trouve, c'est vraiment d'avoir les trois axes différents. Moi, je prends toujours le cas d'un triangle, tu vois. Et, parce que du coup, c'est un des tatouages, on pourra en parler. Mais j'ai une forme de tatouage sur le bras, par exemple, qui est un motif, on va dire, qui est composé de plein de triangles différents. Et du coup, en fait, vu que c'est un triangle, ça a trois faces. Mais en fait, le motif, tu peux le voir 3 fois de manière différente. Ouais. Et pourquoi j'ai fait ce tatouage-là, c'est justement par rapport au fait que on a tous, si je te dis de trouver un triangle et de trouver un motif par rapport à ce triangle, on va tous voir un motif. Mais peut-être que moi, je vais en voir un et toi, tu vas en voir un deuxième. Du coup, on aura tous raison. Ouais. Parce que du coup, à la question, est-ce que tu vois un motif ? Tu vas répondre quoi ? Oui. Ouais, moi, je vais répondre oui, tu vas répondre oui. Ouais. Mais par contre, on verra pas la même face de ce motif. Donc, c'est-à-dire que, tout ça pour résumer, de dire dans la vie, je pense qu'il est vraiment hyper important de se mettre à la place de l'autre et d'avoir un regard différent sur les choses. Arrêter d'être focalisé sur une idée reçue, sur moi je pense que c'est ça, et être sûr de soi et qu'on détient la vérité. Tu vois, personne ne détient la vérité, personne ne la détient à 100%. Et c'est juste qu'on a tous notre propre expérience de la vie, on a tous nos problèmes, on a tous vécu des choses et c'est notre histoire qui fait qu'on a notre vision sur le monde, sur la vie, sur une idée, sur un questionnement. Donc c'est juste ça que je voulais rappeler par rapport à tout ce qu'on vient de dire. On a eu 3 questions là, par rapport au FAQ. C'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous en business ? Surtout pas travailler avec Nico. Moi, si je peux répondre en premier, vas-y, ce qui est le plus important pour moi, c'est quelque chose qui est le plus passif possible.
maintenant quand j'ouvre des choses. Quand je crée des choses, c'est quelque chose qui va le moins le prendre moins de prise de tête. Prendre de prise de tête, exactement. Moins d'énergie possible, donc le plus passif possible, le plus récurrent. Donc en gros, tu réfléchis à un business qui peut fonctionner sans ta présence. Sans ma présence, ou par exemple pas dans lequel il faut que je me tue l'esprit H24. Encore une fois, je suis pas un bon numéro 1, je suis un bon numéro 2, et du coup quelque chose qui va être le plus passif possible. Donc ça peut être du coup tout le côté investissement, ou tout le côté, tu vois, tout ce qui est par exemple site en ligne, tu vois, à partir du moment où on va dire que tu as automatisé le maximum de choses, c'est le plus passif possible. Quelque chose de physique, tu es obligé de te rendre tous les matins. Donc un 20-80 quoi, à 20% d'activité pour 80% de rentabilité. Ouais, c'est ça. Moi je penserais la même chose que toi en fait. Parce que je suis arrivé dans un point de ma vie où je pense comme ça. Non, bien sûr. Je pense exactement. Des business complètement passifs. Ouais. Bah pareil, moi honnêtement, vraiment pareil quoi. Liberté d'esprit en fait. Liberté d'esprit pour avoir le temps de faire ce que tu veux. Donc, la question c'est qui est récurrent mais qui est passif. Là la question c'est qu'est-ce qui est le plus important pour toi en business? En règle générale. En règle générale, en tout cas pour après, ta manière de penser actuelle. Ouais, tu peux le voir différemment. Là, c'est plutôt quel est le but de ton projet, comment tu souhaiterais que ton projet soit en fait, tu vois. Ton projet professionnel, tu voudrais qu'il soit de cette manière-là. Oui, c'est ça. Après, tu as aussi la façon de qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est être passionné? Est-ce que c'est machin? C'est pour ça que j'allais venir sur ça. C'est pour ça que je voulais reprendre la question. Dans la question en fait. Tu vois, moi, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, si tu lances un business que tu n'es pas passionné, moi, tu me dis demain, je suis milliardaire en vendant du PQ. Bah, ça me passionne pas et je sais pas si je vais vouloir le faire. Je préfère avoir ma vie aujourd'hui et pas être milliardaire qu'être milliardaire en vendant du PQ. Mais après, c'est toujours pareil, ça dépend de l'objectif que tu as et qu'est-ce que tu mets en place pour y arriver. Non, en vrai, on revient toujours pratiquement au même sujet, mais dans le sens où si tu as besoin d'un milliard et que tu sais que en 5 ans, tu peux être milliardaire en vendant du PQ, mais parce qu'avec ces milliards-là, tu peux faire autre chose derrière. Après, autre chose, c'est sûr. Des fois, c'est ça, là, en fait, le sacrifice qu'il faut arriver à faire, c'est est-ce que c'est sur mon chemin? En fait, c'est pour ça que je me répète à chaque fois, mais du moment où tu te connais, que tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais, la seule question à se poser à chaque fois, quand tu as un choix à faire, c'est est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne de mon objectif? Et du moment où tu te poses cette question-là, à chaque fois, tu sais que tu ne feras aucun mauvais choix. C'est pas possible parce que du coup, si tu te rapproches de ton objectif, qu'importe si c'est pas le 100% du meilleur choix que tu aurais pu faire, tu sais que ça te rapproche de ton objectif. Donc, tant bien que mal, tu restes sur le chemin pour y arriver. Donc du moment où tu te poses cette question-là, mais pour ça, il faut savoir où tu vas. Moi, je m'amuse des fois quand je vois des yachts. Tu sais, il y a souvent les titres, le nom. Ouais. Et je vois tout le temps le nom, enfin pas tout le temps, mais des fois je regarde. Et en fait, les gars, des fois, ils ont réussi parce qu'ils vendent des boulons en plastique. Moi, j'avais rencontré maintenant un très bon ami suisse à moi. J'avais filmé son mariage, donc son ex-femme maintenant malheureusement. Mais son père à elle avait fait fortune en vendant les rivets pour Boeing. Donc les rivets, les petites vis pour accrocher toutes les plaques qu'il y a sur les avions. Le mec a fait fortune en vendant les rivets pour Boeing. Tu crois qu'il est passionné des rivets? Non, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais ce qui ne veut pas dire qu'on en vit sa vie. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où il s'est trouvé son objectif... Après, peut-être qu'il a trouvé la passion dans le fait de démarcher les gens, d'arriver à trouver ce projet-là, de dire c'est moi qui les vends pour eux, pour ces... La passion de l'argent. Ou la passion de l'argent. Ou la passion de l'argent. Les gens qui peuvent avoir la passion de gagner de l'argent. Ouais, ça peut être une passion aussi. Et il ne faut pas dénigrer aussi cette partie-là où il y a peut-être des gens qui ont juste envie de gagner de l'argent et c'est tout à leur honneur aussi. Et voilà, on est juste tous différents, quoi. Ensuite, on a une question qu'on va personnaliser tous les trois. On peut commencer par toi. 3 conseils pour se lancer, mais que tu donnerais à ton toi de 18 ans. Ne pas être avec la fille, non, je rigole. Pour aller à l'école et... Non, pas du tout. En plus, je regrette absolument rien de tout ça. Vraiment, c'est pas du tout. Quels sont les 3 conseils que tu donnerais à ton toi de 18 ans, le conseil pour se lancer? À moi de 18 ans, mais que je pense que j'ai fait en fait à 20 ans, c'est être passionné par ce que je voulais faire. Déjà. Moi, c'est un métier artistique, donc forcément, j'ai envie de dire, si t'es pas passionné dans ton métier artistique, ça n'a pas de raison d'être. Je pense dans tous les métiers. Peut-être. Ouais, mais regarde le mec qui vend les rivets, peut-être qu'il est pas passionné et il va réussir quand même. Non, mais ça t'aide beaucoup plus. Ça aide. Oui, ça aide. Dans le sens où tu vas moins compter tes heures parce que tu vas être tellement passionné que tu vas te dire... Deuxième conseil, ne pas compter ses heures. Ne pas compter tes heures, ça c'est clair, et être conscient qu'il y a des sacrifices à faire. Et de pas les regretter, en soi. Ok. Et toi? 3 conseils, alors pas forcément pour se lancer, mais 3 conseils à ton toi de 18 ans. Moi de 18 ans. Ouais, que tu donnerais. Connais-toi toi-même.
Le premier des conseils. Si j'avais pu me connaître bien avant, je pense que j'aurais pu faire des steps beaucoup plus forts et intenses dans n'importe quel domaine de ma vie. Savoir plutôt que tu t'appelais Vincent Carvin. Par exemple, exactement. Vincent.Carvin. Non, mais vraiment, et ça, je pense que si j'avais... C'est pas un regret, mais si j'avais pu me connaître moi-même à mes 18 ans, je pense que ma vie aurait pu vraiment changer. Tu vois, s'il y a vraiment quelques éléments qui peuvent être changeants, mais de manière incroyable sur ma vie, ce serait de m'être connu plus tôt. Donc ça, ce serait le premier. Le deuxième, c'est essayer, se tromper, faire des erreurs. J'ai un des problèmes, c'est un des trucs que j'ai traité et que je suis toujours en train de traiter, mais c'est que je suis un peu perfectionniste. Et le problème, c'est que du coup, en étant perfectionniste, le plus souvent, tu procrastines parce que du coup, tant que c'est pas parfait, tu fais pas. Donc du coup, tu ralentis, tu fais moins, tu fais pas ce que tu devrais faire. Donc le conseil que je pourrais me donner à mon moi quand j'avais 18 ans, ce serait ça, c'était arrête de vouloir que tout soit parfait. Et ça, du coup, en fait, c'est lié avec le premier, parce que du coup, si je m'étais mieux connu, j'aurais traité ce problème aussi avant, donc du coup, j'aurais pas forcément eu ça. Mais du coup, voilà, essaye, échoue, parce qu'en fait, c'est dans les erreurs que tu apprends beaucoup de choses. C'est ça qui fait l'expérience le plus souvent. Et le troisième, gagne de l'argent. Non, mais investi, genre dans le sens où pareil, je pense qu'il y a des choses que j'aurais dû peut-être commencer avant. Bon, il n'est jamais trop tard. Bitcoin quand il faisait 0,0. Par exemple. Mais tu l'aurais revendu quand il aurait fait 0,10. Ouais, non, même pas. Non, mais alors du coup, on va le tourner différemment. Du coup, mon conseil à moi quand j'ai 18 ans, c'est apprends à gérer l'argent. Apprends l'ABC tu vois, lis le livre Père pauvre, Père riche. Voilà. Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre. Pour revenir à ton deuxième point, vaut mieux faire 10 choses imparfaitement que 0 chose parfaitement. Exactement. Ah oui, c'est clair. Non, mais je sais que c'était un de mes problèmes, hein, le fait de vouloir tout être parfait. Même moi, je voulais être moins parfait, sur plein de sujets, plein de thématiques. C'était une très très grosse problématique que mais j'ai ce problème-là qu'on a quand même, on va dire, un peu en commun, c'est que quand même, ça nous dévalorise pas par rapport au fait qu'on veut être que numéro 2. Si on voulait être numéro 1 et qu'on veut que tout soit parfait, là on fait vraiment rien du tout. Alors qu'en étant un peu numéro 2, on peut se permettre de procrastiner certaines choses, pas les faire, mais au final en faire d'autres. Ouais, c'est sûr. Et toi moi, ces 3 conseils, on est dans la thématique business, donc 3 conseils financiers que je donnerais à mon moi de 18 ans. C'est un conseil que je donne souvent même à des gens, des amis, ou même à des neveux, des cousins. Je pense le premier, c'est d'abord le fait de comment gagner de l'argent, c'est de se focaliser sur ce que tu sais faire, tes compétences. Ça peut être plein de choses, même des trucs par passion ou par pas passion, peu importe. Et de voir comment tu peux les monétiser. C'est par exemple, moi à la base, j'aimais bien prendre des photos, mais je me suis dit, et de photos de voyage, je me dis, je vais pas monétiser des photos de paysages, tout le monde peut les monétiser. Enfin, ou personne du coup peut-être peut les monétiser. Et je me suis dit, ok, vois le problème. Enfin, le problème, pas le problème, mais vois l'idée de notre angle. Ok, pour vendre ça, peut-être fais beaucoup de voyages, crée un site avec des articles sur telle destination, et du coup, la destination en elle-même, ou l'hôtel, ou la marque, ou peu importe, va t'acheter ces photos de cette destination-là. Mais en gros, faut se focaliser sur qu'est-ce qu'on est capable de faire et comment on peut le monétiser. Ça, c'est pour gagner de l'argent. Ensuite, en deuxième, deuxième conseil, c'est à partir du moment où tu sais à peu près combien tu gagnes par mois, imaginons, je sais pas moi, 2000 € par mois, détermine combien tu as besoin pour vivre de manière alimentaire, pour vivre, donc les loyers, les courses, tout ce qui est pour vivre. Tout ce qui est pour vivre. Ouais, divertissement, donc, quand même, c'est besoin. Imaginons, j'en sais rien, c'est 1000 € par mois, il te reste plus que 1000. Et de là, tu fais ton camembert. Et le camembert, il va être sur le côté épargne. Combien tu attribues d'épargne? Donc l'épargne, ça peut te permettre à la fois pour la sécurité. Et d'ailleurs, en parlant d'épargne, il faut déterminer son matelas de sécurité. Méga important. De déterminer une somme. Combien cette somme j'ai besoin au cas où si j'ai un pépin au niveau de ma voiture, au niveau de mon loyer, au niveau de quoi que ce soit dans ma vie. Ouais. Donc déterminer son matelas de sécurité. Et du coup, épargner jusqu'à à minima atteindre ce matelas et voire même épargner pour en cas de sécurité, en cas de coût d'opportunité, parce qu'il peut y avoir plein d'opportunités à saisir, à la fois de la chance, mais à la fois de l'opportunité d'investir dans quelque chose. Donc un pourcentage d'épargne, un pourcentage d'investissement, donc ça peut être investissement en bourse pour le truc le plus classique, donc se renseigner bien sûr sur quoi investir, mais
il n'y a pas de conseil en investissement, mais il y a plein de sites de nos jours, comme Mon Petit Placement, comme bien d'autres, où tu peux investir sans rien connaître et que les gens t'accompagnent, comme sur Revolut. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent t'aider à investir. Donc, un pourcentage d'investissement, d'épargne, et un pourcentage... non, je l'ai déjà dit. Pourcentage de vie, ensuite... Le matelas. L'épargne, l'investissement... Et un pourcentage de kiff, parce qu'il faut quand même kiffer, il faut pas trop vivre dans le futur pour plus tard, il faut vivre pour maintenant, et ça c'est méga important, parce qu'il faut savoir se féliciter pour les petits sacrifices financiers en l'occurrence, ou les sacrifices de travail, de temps, et il faut savoir kiffer. Et ensuite, le troisième conseil, c'est de surtout pas voir l'argent comme une finalité, mais comme un moyen. Ça, c'est méga important. Tu vois, c'est un truc, c'est fou, parce que je me voyais que plus j'avais... dans l'évolution et tout, plus on investit, plus on fait des trucs, plus j'avais de choses, plus j'avais ma société qui grandissait, les projets qui arrivaient, plus je me sentais serein, au fond de moi, mais plus j'avais peur de perdre tout ça. Et parce que tu t'attaches au côté matériel. Non, c'est pas le matériel. Si, parce que par exemple, je te dis une connerie, mais tu vas acheter 10 apparts, donc tu vas te dire, ok, je suis de plus en plus serein parce que j'ai 10 apparts, mais en même temps, tu te dis, j'ai plus peur de les perdre. C'est que tu t'attaches à ce côté matériel, dans un sens. Non, tu t'attaches à ta liberté que tu as dégagée. C'est ma liberté, c'est pas mon matériel, je m'en fous en fait. C'est pas ça du tout. Moi, je perds ma caméra. Non, tu t'attaches à la liberté que tu as grâce à ça. C'est ça. C'est plutôt ma liberté qui me fait peur. Tu vas me dire que plus les choses grandissent, plus j'arrive à être serein, dans un sens, dans ma liberté financière, ma liberté d'esprit, de tout ce que je veux, d'être capable de faire tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et plus il y a ces choses-là, plus je me dis, oula, si j'arrive à ce but-là, même si dans un sens, je pense avoir un peu atteint où je suis bien, et si je perds ça demain, tu vois, c'est chaud. Et c'est là où ça fait peur. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont aussi à la course de l'argent, et qui veulent toujours plus. Et tu sais pas pourquoi ils veulent toujours plus. À un moment, quand tu as 100 millions, qu'est-ce que tu vas faire tu vois ce que je veux dire ? Voilà, qu'est-ce que tu veux faire ? Que tu as 100 milliards, et qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai rien à faire. Mais là, c'est pareil, tu vois, j'ai l'impression que plus j'ai de choses, et plus j'ai peur de perdre, moi, c'est plutôt ma tranquillité. Alors, ceux qui ont 100 millions et qui veulent plus, c'est une question d'ego, je pense. Bien sûr. Comparer, bien sûr, c'est pour être toujours le meilleur, machin. Ça. Voilà, nous, c'est pas du tout ça dont on parle. Nous, voilà, dans les buts qu'on veut, c'est la tranquillité d'esprit et de pouvoir faire des projets qui nous intéressent. Ouais. Eh ben, c'était très riche ce petit podcast. Et encore qu'on l'a écourté. Ouais, parce que je pense qu'il y a trop de sujets. On voulait parler des investissements, je pense qu'on en parlera dans le prochain, parce que là, ça fait dans un beaucoup, là, je pense. Il y a beaucoup à dire aussi. C'est ça. Bon, c'était assez cool. Ah bah nickel. J'espère qu'on aura pu aider un petit peu. Et n'oubliez pas du coup de parler, vous abonner, mais surtout donner des petits... commentaires pour donner pour la fac des sujets. FAQ, si vous avez des questions, donc en dessous là sur YouTube, n'hésitez pas, vous avez des questions, même les retours sur tout ce qui débattre sur tout ce qu'on dit et tout, c'est cool, avec grand plaisir. Comme tu disais, voilà, le but c'est de débattre aussi entre nous, la chance-opportunité. Vous avez une vision assez similaire, moi elle était différente et vous arrivez à me convaincre. On peut aussi faire le débat du coup en commentaire chance-opportunité, ce que les gens en pensent justement. Team JC ou Team Vinceni quoi. Ouais, voilà, c'est ça, pourquoi pas. Mais non, c'est cool. Bah, après, n'oubliez pas à liker la vidéo sur YouTube, c'est cool. Les 5 étoiles par rapport à toutes les plateformes audio. Ouais, vous abonner aux chaînes et tout, ça nous aide vraiment. Pour nous motiver à continuer. Ouais, de toute façon, on est motivé, mais c'est sûr que si on voit des gens qui ça leur plaît, c'est toujours mieux quoi. Clairement. Bon bah les gars, parfait. C'est l'heure d'aller manger. On est clairement en retard. Pour un projet investissement. Ah bah voilà en plus. Ouais, en plus. Donc voilà. Bonne chance. Allez. Bon, mais on se voit au prochain podcast. Allez, ciao. Ciao.